RMC 2022, le débat de la droite. Nicolas Poincaré. Débat que nous avons suivi donc sur RMC avec Jérémy Trottin, Paul Barcelone et Hélène Terzian, tous les trois du service politique d'RMC, qui vont maintenant nous donner leurs sentiments. J'ai envie de tout de suite faire un tour de table à chaud. Jérémy Trottin, est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, s'en est particulièrement bien sorti ce soir ? Pour moi, il n'y en a pas un, mais il y en a peut-être une, Valérie Pécresse, qui l'a peut-être emporté à mes yeux ce soir. On a vu la présidente de la région Île-de-France assez pédago, claire, assumant des choix parfois difficiles. Comme elle dit, il faut faire et non pas plaire. Elle explique notamment qu'il faut un programme donc fort sur l'immigration, immigration zéro pour tous les pays qui n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants délinquants. Elle veut aussi remettre en question le droit du sol à Mayotte, mais y compris en métropole, au profit du droit du sang versé, parce que la France a se choisi, a-t-elle insisté. Elle s'est présentée aussi comme l'anti-Zemmour. C'est stratégique, anti-Zemmour, parce qu'elle estime qu'il ne peut pas travailler avec les femmes. C'est une façon aussi de se mettre dans la poche peut-être la moitié des électeurs de France. Les électrices, aussi les électrices, bien sûr. Et puis, il y a eu, en revanche, une déclaration forte, mais qui peut prêter à critique, le choix, enfin sa décision, s'il était nécessaire, de reconfiner les non-vaccinés, comme en Autriche. Elle serait capable de le faire en France, c'est du moins ce qu'elle assure. Donc, vous voyez, une volonté d'être extrêmement ferme. Elle avait dit à plusieurs reprises qu'elle était dans cette compétition 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Elle était pour moi 100% Thatcher aujourd'hui. Bon, voilà, première impression de Jérémy Trottin. Hélène Terzian, est-ce que pour vous, il y a un de ces 5 candidats qui est sorti du lot ? Ça peut vous paraître étonnant, mais pour moi, c'est Philippe Juvin qui a été un peu la révélation de ce débat. On dit que c'est le plus petit candidat, qu'il a peu de chances de l'emporter, mais finalement, c'est celui qui s'est montré peut-être celui qui représente la droite humaniste pendant ce débat. Le tout premier sujet, lorsqu'on a posé la question à ces candidats, faut-il aider les migrants qui se trouvent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie? C'est le seul candidat qui a dit, première chose, en urgence, il faut les aider, ces migrants. Il s'est positionné comme ça avant même de parler du mur qu'il fallait ériger. Voilà, donc c'est la première chose qu'il a dit, avant bien sûr de se montrer ferme à l'égard concernant l'immigration. Ensuite, il s'est démarqué, pareil, toujours sur cette question des services publics. C'est encore une fois le seul à ne pas vouloir supprimer le nombre de fonctionnaires. Lui, il plaide pour davantage d'efficacité. Et puis, il a eu des propositions percutantes sur l'Europe notamment. Il a dit que Emmanuel Macron, il devait s'installer quelques jours à Bruxelles pendant sa présidence de l'Union européenne. Il a dit que le ministre des Affaires étrangères aussi devait s'installer là-bas. Il a dit que les 15 premiers à l'ENA devaient travailler dans les institutions européennes. Donc, des propositions percutantes. Et puis, sur les chiffres, il était très carré, Philippe Juvin. On sentait qu'il avait bien travaillé toutes les thématiques. Voilà, il a tenu sa parole, celui de cette casquette de médecin et de maire. Opération plutôt réussie. La surprise, selon Hélène Terzian, c'était Philippe Juvin. Paul Barcelone. Oui, non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. D'accord sur Valérie Pécresse, d'accord sur Philippe Juvin. Je pense que Philippe Juvin, c'est probablement celui qui avait le moins à perdre ce soir. Sa stratégie, c'est de combler son manque de notoriété. Il joue sur son image de médecin. Voilà, on disait hors antenne tout à l'heure et en regardant le débat qu'il avait ce côté hypermnésique, capable de sortir des chiffres, de se souvenir des noms très facilement. Il joue sur cette expérience. Il dit j'ai côtoyé la mort, etc. Donc non, probablement Philippe Juvin. Je rejoins ce que disait Hélène, un peu la révélation de ce débat. Alors, et maintenant, est-ce que forcément, s'il y en a qui ont bien réussi, il y en a d'autres qui ont moins bien réussi? Oui, Trottin. Peut-être d'ailleurs le favori de ce scrutin, du moins celui qui est présenté comme le favori actuellement, Michel Barnier, qui est apparu plutôt agacé, supportant mal qu'on lui coupe la parole, essayant justement parfois de prendre la parole sur des sujets sur lesquels il n'était pas interrogé, qui était parfois un petit peu long, qui a eu du mal, laborieux, qui a eu du mal aussi à expliquer cette proposition de moratoire sur l'immigration, qui est en fait un vrai faux moratoire, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'immigration qu'il prône, mais la baisse du regroupement familial, la suppression de l'AME, en revanche, qui serait maintenue pour les cas d'urgence, et le tout avec un bouclier constitutionnel qui permettrait finalement à la France de prendre ses distances avec des positions européennes qui l'empêchent d'agir comme elle le voudrait dans la lutte contre l'immigration clandestine. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Michel Barnier. En revanche, un point quand même qui était important, il a gagné, à mon sens, vis-à-vis de Xavier Bertrand sur la
question du pouvoir d'achat, cette phrase un peu choc sur pas de chèque en blanc, pas de chèque en bois, donc parce que les finances publiques finalement ne permettent pas, comme le pense Xavier Bertrand, de compenser les salaires qui ne sont pas assez hauts pour les Français. Est-ce que cela suffira à marquer la différence dans cette compétition? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il manque quand même de dynamisme. On sait que les militants LR cherchent un chef plein de force, un chef plein de verve. Est-ce que cela suffira? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que Michel Barnier s'est trompé d'élection, qu'il a oublié qu'il était en train de conquérir le cœur des militants des LR et qu'il était peut-être déjà basculé dans la présidentielle, le premier, voire le second tour face à Emmanuel Macron. Bon, Hélène Terzian, est-ce que quelqu'un vous a déçu? Alors, il ne m'a pas déçu et je ne pense pas qu'il était mauvais dans le débat, mais je pense qu'en tout cas, il n'a pas réussi à se détacher de cette image qui lui colle à la peau. C'est Éric Ciotti vis-à-vis d'Éric Zemmour. Peut-être que c'est sa stratégie, peut-être qu'il ne veut pas insulter l'avenir, mais en tout cas, plusieurs fois, Maxime Soutek et Apolline de Malherbe ont montré que ses propositions ressemblaient finalement à celles du polémiste, et puis il s'est avéré que c'est plutôt vrai. Par exemple, c'est peut-être le seul candidat à ne pas avoir dénoncé le déplacement hier d'Éric Zemmour devant le Bataclan, là où plusieurs autres candidats ont dit que c'était indigne et qu'il ne fallait pas faire ça le jour du 13 novembre. Idem, il a avancé ce chiffre, Éric Ciotti. Il a dit qu'à la fin du bilan d'Emmanuel Macron, il y aurait 2 millions d'immigrés. En plus, c'est le même chiffre qui avait été avancé par Éric Zemmour et dont on avait dit que c'était plutôt une fake news. C'est plutôt un peu moins d'1 million. On va y revenir. On y reviendra. On va l'entendre, cet accrochage effectivement entre Maxime Soutek et Éric Ciotti. Effectivement. Mais voilà, donc le déclin de la France, Zemmour, il ne s'est pas détaché, mais je pense que c'est une stratégie de la part de Ciotti. Juste en 2 mots, je pense que Xavier Bertrand a, je ne sais pas si on peut dire perdu des points ce soir, mais je crois que dans ce genre de débat, c'est celui qui a le plus à perdre. Je disais ce matin dans un hebdo qu'il y a des gens à droite qui disaient qu'il s'était lancé tout seul dans la course à la présidentielle au départ et qu'il se retrouve là à débattre avec des gens qui, au départ, n'étaient pas dans la même catégorie que lui et qui boxaient pas dans la même catégorie. Voilà, bon, déjà, ça pose question. Et ensuite, je pense qu'il a le plus à perdre parce que c'est probablement, sûrement celui qui est le plus connu, qui a fait plus de bruit autour de sa candidature, et il adopte quand même cette espèce de ton parfois solennel, sentencieux. Enfin, j'ai la sensation qu'il surjoue un peu le costume de présidentiable, peut-être un peu trop, et ça marche pas toujours. Juste un dernier mot, Nicolas. Moi, je suis un peu gêné par le fait qu'ils se parlent pas, ces candidats. C'est tour à tour, chacun dans son couloir. Enfin, ça reste quand même une compétition, ce congrès à droite. Et là, ce soir, je trouve que globalement, ça manque par moments un peu de saveur et puis d'explosivité, quoi. Ouais, un peu de saveur. Peut-être qu'ils se sont un peu moins parlé qu'au premier débat. Le dispositif de l'émission était différent. Là, ils étaient face aux journalistes. La dernière fois, ils étaient en cercle pour montrer que la famille était unie. Bon, c'était peut-être dû à ça. En tout cas, Jérémy Trottin, on l'a tous constaté. Il n'y a pas eu effectivement d'accrochage, ni même violent, ni même moins violent. Il n'y a pas eu de confrontation directe entre eux. Oui, ce qu'on avait pu constater lundi, c'était finalement quelques petits accrochages entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse d'un côté contre Michel Barnier, qui semblait être finalement la cible à atteindre pour ces deux candidats. On a l'impression qu'ils l'ont laissé un petit peu s'enfoncer tout seul, Michel Barnier, ce soir. Valérie Pécresse, on l'a vu parfois, parce que les auditeurs n'ont pas vu, mais nous, on le voyait sur les écrans de contrôle, souriant, ayant un petit sourire en coin quand Michel Barnier parlait. Donc peut-être qu'elle a essayé de le laisser un petit peu à la dérive tout seul. Et bien sûr, avec cet objectif, il faut pas l'oublier, c'est une compétition interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, les militants LR ne veulent pas justement qu'il y ait de sang sur les murs. C'était d'ailleurs l'une des consignes du parti très claire. Donc pour éviter que ça se produise comme ça pu se reproduire, et encore très légèrement lundi, peut-être que des nouvelles consignes étaient passées, ça c'est possible. Et puis il y a aussi cette volonté de se dire qu'après le premier et le deuxième tour, il va bien falloir trouver les moyens de se rapprocher. Et quand on évite directement de s'affronter et de se quereller, c'est plus facile derrière pour recoller les morceaux. Alors Hélène Terzian l'évoquait, un des seuls accrochages de la soirée, c'était pas entre deux candidats, c'était entre un des animateurs, Maxime Soutek en l'occurrence, et Éric Ciotti, sur la question du nombre d'étrangers qui seront arrivés légalement en France pendant le quinquennat Macron. Oui, alors on l'écoute. Mais le problème, il est beaucoup plus grave même que le soulignait Michel. C'est pas 1 million d'étrangers qui sont arrivés sous le quinquennat Macron, c'est 2 millions. 2 millions. Ce chiffre-là, il est complètement contesté, même plus que contesté. Il est incontestable. Non, il est contesté, vous le savez pertinemment qu'il est contesté. 2019, Michel parlait de 277 000 titres de séjour.
il faut y rajouter les 130 000 demandeurs d'asile et les 40 000 mineurs isolés. Ça fait 450 000. Vous multipliez par 5, je suis encore modeste. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire ce calcul-là. Vous le savez très bien qu'on ne peut pas faire ce... Non, on ne peut pas. L'INSEE dit qu'on ne peut pas, clairement. Voilà, c'est assez rare, mais effectivement, on ne peut pas faire ce calcul-là, dit Maxime Switek. Hélène Terzian, on peut arbitrer ? Alors, il n'a pas tort, Éric Ciotti, quand il parle des 277 000 titres de séjour, auxquels on ajoute les 130 000 demandeurs d'asile, auxquels on ajoute les 40 000 mineurs isolés. Oui, ça fait 450 000, sauf que Éric Ciotti, il multiplie basiquement ce chiffre par 5, les 5 années du mandat d'Emmanuel Macron. Oui, ça fait 2 millions, sauf qu'il oublie, Éric Ciotti, de retirer les immigrés qui rentrent chez eux à un moment. Les immigrés ne restent pas tous en France une fois qu'ils arrivent dans le pays. Et puis, l'INSEE a fait ses calculs et l'INSEE a projeté que si la tendance reste stable, il y aura un peu moins d'1 million d'immigrés entrés en France sous le mandat d'Emmanuel Macron. L'INSEE avait fait ce calcul lorsqu'Éric Zemmour avait lui aussi avancé ce chiffre de 2 millions. C'était face à Jean-Luc Mélenchon sur BFM et RMC. Donc, c'est moitié moins que le chiffre avancé par Éric Ciotti. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, donc Éric Ciotti, sur cette question, a avancé le même chiffre que Éric Zemmour. Et puis, sur un certain nombre d'autres dossiers, il s'est positionné assez proche des positions d'Éric Zemmour. On est en ligne avec Antoine Diers. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'association des amis d'Éric Zemmour. Vous êtes aussi adhérent, les Républicains, vous-même. On a bien remarqué, en gros, qu'Éric Zemmour, ce soir, était seul contre les 4 autres, le seul à défendre... Éric Ciotti, pardon. Éric Ciotti était le seul à défendre des propositions proches de celles d'Éric Zemmour. Oui, enfin... moi, j'ai même entendu Éric Ciotti dire qu'il refusait les procès de Moscou contre Éric Zemmour. Et je crois que c'était la position la plus raisonnable, la plus naturelle. J'ai parfois du mal à comprendre comment les grands chefs du parti Les Républicains se sentent toujours obligés de se démarquer d'Éric Zemmour. Parce qu'en réalité, Éric Zemmour dit ce que les militants de droite, comme moi, attendent depuis des années. Moins d'immigration, plus de sécurité, une justice plus ferme contre les délinquants. Et à chaque fois, les chapeaux à plumes du parti bégayent pour essayer de se distinguer d'Éric Zemmour. Moi, je ne comprends pas tellement. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'il y avait un seul sur 5 candidats ce soir qui était proche d'Éric Zemmour, et donc il y a une majorité des dirigeants LR qui ne souhaitent en aucune façon travailler avec Zemmour, notamment Valérie Pécresse qui a dit pas question de travailler avec un homme qui a Bertrand est complètement sur les convictions sur la question des femmes en particulier. Bon, alors, revenir toujours sur le la pseudo-misogynie d'Éric Zemmour, ça c'est complètement ridicule. Il a répondu 1000 fois là-dessus et on sait que c'est complètement faux. Mais ce qui me surprend, c'est que les chapeaux à plumes du parti n'ont toujours pas compris qu'ils étaient en décalage avec la base. La base dont je fais partie, la base militante, la base des adhérents LR, attendent un discours solide comme celui d'Éric Zemmour. Antoine Diers, c'est Jérémy Trottin d'RMC là. Vous dites que vous êtes toujours adhérent des LR. Est-ce que vous allez participer au scrutin à la fin du mois, enfin début du mois de décembre, et pour qui pourriez-vous voter ? Alors moi j'étais partisan de la vraie primaire comme on avait connu en 2017. Il y a eu un choix de faire ce petit congrès. Bon, ce petit congrès, j'y crois pas beaucoup, mais puisque je suis adhérent, je vais voter. J'ai toujours voté. Je m'interroge encore aujourd'hui de savoir si je vote blanc, puisque mon candidat c'est Éric Zemmour et que il n'a pas été accepté dans ce processus, ou alors si je vote Éric Ciotti, qui est effectivement le candidat le plus proche de mes idées. Voilà. J'hésite encore. Merci beaucoup Antoine Diers, donc porte-parole de l'association des amis d'Éric Zemmour qui réagissait sur RMC donc à ce débat de la droite. On pourrait écouter un autre extrait. On sait qu'on a parlé quand même assez longuement, ça a duré presque 3 heures en tout, assez longuement dans la première partie de l'immigration puis de l'insécurité. Écoutez par exemple l'intervention de Valérie Pécresse sur la question de la sécurité. Elle est sur une position assez dure, elle parle de brigades de coups de poing, de l'armée qui pourrait intervenir dans les banlieues. Écoutez. Vous commettez un crime dans ces quartiers-là, c'est 60 quartiers de reconquête républicaine. J'ai pas totalement dit n'importe quoi. Pardon Valérie Pécresse. Non, circonstances aggravantes. Oui. Mais donc quand vous avez la chance d'être dans un beau quartier, vous avez la chance d'avoir une circonstance... avec un beau quartier. Mais moi, je protège les riverains, je protège les habitants, je protège les victimes. Est-ce que vous croyez que les habitants, ils ont envie de vivre dans un quartier où il y a un checkpoint ?
où on leur demande leur papier d'identité avant qu'ils rentrent. À la petite vieille, on lui dit « tu restes chez toi parce que pendant qu'on fait le deal, tu n'as pas le droit de descendre de ton appartement ». C'est ça que vous voulez? Des quartiers de non-France? Eh bien non, il n'y aura pas de quartier de non-France. Et il y aura des brigades coup de poing. Non, mais la France... Et je n'exclus pas qu'on puisse faire intervenir aussi l'armée dans ces brigades coup de poing. Voilà, intervention de Valérie Pécresse, parmi d'autres, ce soir sur le thème de la sécurité. On est en ligne avec Sandra Rogol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe du mouvement Europe Écologie Les Verts. Comment vous avez réagi à l'ensemble de ce débat et notamment à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire des positions relativement dures sur ces questions de la sécurité ? Vous êtes gentil en me disant dur. Moi, j'ai écouté un débat dans lequel Éric Zemmour et Marine Le Pen avaient toute leur place et un débat qui aurait fait frémir les tenants du gaullisme, ceux qui ont fondé la droite française, ceux qui avaient encore à cœur d'avoir une histoire et des valeurs dans cette droite de la France. Ce sont des valeurs qui ne sont pas les miennes, mais je sais reconnaître des valeurs en politique. Ce soir, je les ai vus s'effondrer pour la deuxième fois, un deuxième débat de la droite française qui flirte de plus en plus, qui fusionne de plus en plus avec l'extrême droite. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant pour la démocratie, c'est terrifiant pour l'avenir des Françaises et des Français de voir cette espèce de mise à genoux de toute une partie de la droite face à l'extrême droite. Vous avez mis l'accent sur Éric Ciotti, ce n'est malheureusement pas le seul. Et je reste pour ma part profondément choquée qu'un homme politique français, se disant de droite, puisse employer l'expression extrêmement connotée historiquement, extrêmement connotée politiquement, qui est celle de français de papier, qui était celle qu'employait l'Action française à partir de l'entre-deux-guerres. Et on sait ce qu'elle signifiait, et elle sait ce qu'elle signifiait encore aujourd'hui, qu'il n'y ait eu aucune réaction de ses camarades dits de droite, qu'il n'y ait eu aucune réaction des journalistes pour reprendre cette expression qui est une insulte à la France, qui est une insulte à nos valeurs, qui est une insulte à la République, dit énormément de la dérive politique actuelle. Et le peu de faits, vous venez de le dire également, qui a été fait à la réalité des Françaises et des Français, la question de l'emploi, la question du logement, la question de la santé, la question de l'éducation, la question de la sécurité au sens large, et pas vu uniquement par le petit bout de la lorgnette de cette proposition anticonstitutionnelle qui est celle de Valérie Pécresse que vous venez de diffuser. Problématique, vous noterez, pour des gens qui disent vouloir prendre la présidence de la République, de proposer des doubles peines suivant où on est ou où on vit. Eh bien, tout ça dit beaucoup du peu d'intérêt de cette droite pour la réalité des Français. Si vous me permettez de terminer sur un dernier point, il est extrêmement gênant que des gens qui ont participé à la destruction des services publics, je parle là de la police, je parle là de la santé, viennent aujourd'hui donner des leçons sur ce qui devrait être fait sans même faire l'exégèse de leur propre turpitude. Ok, merci beaucoup Sandra Rogol, donc secrétaire générale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, pour cette réaction sur RMC après ce grand débat de la droite. On va terminer ce débrief, Jérémy Trottin, en expliquant peut-être les prochaines étapes. Maintenant, il reste deux débats. Un débat sur CNews le 21, un débat aussi ensuite sur France 2 le 30. Ensuite, vous avez bien sûr le vote qui va aboutir, qui commence le premier et dont on aura le résultat dans la journée du 2. Un deuxième tour extrêmement court qui dure à peine 24 heures pour un résultat définitif le 4 décembre. Et on saura donc le 4 décembre qui sera le prochain candidat du parti LR pour la présidentielle du printemps prochain. Merci beaucoup Hélène Terzian, Paul Barcelone, Jérémy Trottin de nous avoir accompagnés. 3 heures, presque 3 heures donc, de débat animé par Apolline de Malherbe et Maxime Switek ce soir. Ce court débrief derrière. Dans un instant sur RMC, ce sera le Poker Show. À bientôt.